Mesdames et messieurs, mon premier mot sera pour remercier les organisateurs de cette belle manifestation, avec une mention spéciale pour Madame Cathy Pomar, qui m'a invitée à intervenir sur le sujet relatif à la lutte contre le trafic de stupéfiants en droit de l'Union européenne. Il s'agit d'une proposition ambitieuse, d'autant que si j'écris en droit de l'Union européenne, c'est la première fois que je vais aborder cette thématique que j'ai accepté de traiter par amitié pour notre organisatrice. Je vous avoue cependant que ce fut un grand moment de solitude lorsque je fus confrontée à l'écriture. J'espère que vous ferez preuve d'indulgence, d'autant que je vais lire ma contribution. Entrons à présent dans le vif du sujet. Comme toutes les régions du monde, l'Europe connaît des problèmes de production et de consommation des stupéfiants. Tous les États membres sont affectés par ce fléau. Selon le nouveau plan d'action anti-drogue de l'Union européenne, présenté en mars 2017, près d'un quart de la population adulte aurait dans l'Union européenne consommé des stupéfiants au moins une fois dans leur vie. Plus de 17 millions ont essayé la cocaïne et 12 millions les amphétamines. Plus de 24 milliards d'euros sont dépensés chaque année en drogue illicite par des citoyens de l'Union. Plus d'un tiers des groupes criminels actifs dans l'UE sont impliqués dans la production, le trafic ou la distribution de drogue. Il n'est donc pas étonnant que l'Union se préoccupe de ce problème, mais l'intérêt pour le sujet ne date pas d'aujourd'hui. Ainsi, dans les années 80, le Parlement européen multiplie les résolutions pour que ce problème soit traité au niveau européen. En 1989, la communauté s'implique au niveau international en ratifiant la Convention de Vienne de 1988 évoquée par ma collègue, et l'Union développe progressivement sa propre politique de lutte contre les stupéfiants. Cette politique se construit autour de deux axes qui se renforcent mutuellement. D'une part, la réduction de la demande de stupéfiants, volet préventif de santé publique. D'autre part, la réduction de l'offre de stupéfiants, volet répressif qui nous intéresse. L'Union emploie largement les termes de lutte contre la drogue ou lutte anti-drogue, alors qu'il existe deux types de drogues, celles licites comme l'alcool, le tabac, et celles illicites, les stupéfiants. Notre travail s'intéresse à la lutte contre les stupéfiants, dont l'adoption n'est pas définie en droit de l'Union européenne, ni d'ailleurs par la Convention unique de 1961, qui établit une liste de stupéfiants à laquelle se réfère l'Union et qu'elle tente à compléter avec l'apparition de nouvelles drogues. Étudier le cadre juridique en droit de l'Union européenne de la lutte contre le trafic de stupéfiants revient à s'interroger dans un premier temps sur les bases juridiques des traités européens fondant la légitimité de l'action européenne, et dans un second temps à examiner les instruments législatifs dont s'est dotée l'Union pour mener son action. La première partie de notre propos sera donc consacrée à l'émergence progressive des fondements juridiques de la lutte contre le trafic de stupéfiants dans les traités européens, et la seconde aux instruments de cette lutte en droit dérivé de l'Union. Concernant les fondements juridiques en droit primaire de l'Union, il faut savoir que les traités fondateurs des communautés européennes dans les années 50, puis l'acte unique européen de 1986 sur l'achèvement du marché intérieur, sont totalement silencieux à l'égard des stupéfiants. Je ne m'attarde pas sur le caractère exclusivement économique des traités fondateurs, si ce n'est pour mentionner l'article 2 du traité de Rome de 1957, qui fait référence à la promotion du développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques. Cet article va permettre une première initiative législative en matière de santé publique et de libre circulation des personnes. Ainsi, une directive de 1964, en vigueur jusqu'en 2004, va considérer la toximanie comme une maladie ou une infirmité pouvant justifier le refus d'entrée et de séjour sur le territoire européen pour des raisons d'ordre public.
Sur le fondement du principe fondamental de libre circulation des personnes, la Cour de justice va cependant considérer que seule une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société peut justifier une mesure nationale d'ordre public. Ainsi, une loi grecque ne peut pas imposer l'expulsion à vie du territoire des ressortissants d'autres États membres qui ont été reconnus coupables de délits d'acquisition et de détention de stupéfiants pour leur seul usage personnel. Il s'agit de la jurisprudence Calfa de 1999. En revanche, la lutte contre la criminalité liée au trafic de stupéfiants en bande organisée justifie l'éloignement d'un citoyen grec alors même qu'il a résidé plus de 10 ans en Allemagne. Affaire Tsakouridis de 2010. En matière de libre circulation des marchandises, la Cour va également, dans sa jurisprudence Horvat de 1981, poser l'interdiction de la circulation des stupéfiants sur le territoire européen. Seules les drogues destinées à un usage scientifique ou médical peuvent circuler. Alors que les députés européens militent dès le début des années 80 pour que la lutte contre la drogue soit appréhendée au niveau européen, l'acte unique européen de 86, qui va réviser les traités fondateurs, n'attribue aucune compétence à la communauté économique européenne pour lutter contre le trafic de stupéfiants. L'acte unique européen confie cependant une compétence à la communauté en matière de santé publique qui va lui permettre d'adopter des réglementations sur le contrôle des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication des stupéfiants, et ce dans les années 90. Toutefois, la communauté économique européenne n'est toujours pas compétente pour lutter contre le trafic de stupéfiants, d'autant que dans une déclaration annexée à l'acte unique, les États membres réaffirment leur volonté de préserver leur souveraineté en la matière, tout en s'engageant à coopérer. Le groupe Trévis III voit alors le jour en 1986 pour encourager la coopération contre le crime organisé, dont le trafic de stupéfiants. De même, le Comité européen de lutte antidrogue est créé en 1989. En outre, hors cadre européen, les accords de Schengen conclus en 1985 et 1990 posent le principe de la coopération policière et douanière dans la lutte contre la criminalité, en particulier le trafic illicite de stupéfiants. La logique de la coopération, qui est alors à l'œuvre dans les faits, va trouver un écho favorable lors de la négociation du traité de Maastricht, qui va institutionnaliser la coopération intergouvernementale. Ce traité, qui crée l'Union européenne, consacre juridiquement la compétence de l'Union en matière de lutte contre l'abus des drogues et le trafic des stupéfiants, et l'intègre dans les trois piliers de l'Union. Dans le premier pilier, en matière de santé publique, l'Union peut prévenir les maladies dont la toxicomanie. En particulier et surtout dans le troisième pilier, consacré à la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, l'Union obtient pour la première fois une compétence explicite pour prévenir et lutter contre le trafic illicite de drogue, par l'intermédiaire de la coopération policière, douanière et judiciaire en matière pénale. Les structures vouées à servir la lutte contre les stupéfiants vont alors se multiplier. L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies est créé en 1993, l'unité drogue Europol, qui préfigure la création d'Europol, en 1994, le groupe horizontal drogue en 1997. L'Union peut dès lors mettre en place son premier plan d'action anti-drogue en 1995. Avec les traités qui vont suivre, traité d'Amsterdam, traité de Lisbonne, l'Union va s'orienter progressivement vers une politique plus intégrée de lutte contre le trafic de stupéfiants, la logique d'intégration propre à la construction européenne devant prendre le pas à terme sur celle de coopération. Alors présentons les avancées du traité d'Amsterdam dans son volet répressif.
Il renforce la compétence de l'Union en faisant de la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, ELSJ, l'un des objectifs de l'Union. Aux fins de créer cet espace de libre circulation des personnes, protégées par des mesures notamment de lutte contre la criminalité, il communautarise la politique migratoire de l'Union. Il intègre l'acquis de Schengen dans le cadre européen et renforce ce qu'on appelle la CPJP, la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Pour atteindre un niveau de protection élevé par la lutte contre la criminalité, notamment le trafic de drogue, 3 moyens sont préconisés: la coopération policière et douanière, la coopération judiciaire et le rapprochement des règles de droit pénal des États membres, qui doit se faire à l'unanimité via des décisions cadres. C'est d'ailleurs sur cette base que le Conseil a adopté en 2004 la décision cadre qui constitue le socle fondateur de la lutte contre le trafic de stupéfiants en droit de l'Union, que nous verrons un petit peu plus tard. Depuis le traité d'Amsterdam, des progrès ont donc été réalisés avec cette décision cadre, avec la création d'agences de coopération, en particulier Europol, l'établissement de réseaux, la constitution de banques de données, le système d'information Schengen. Quoi qu'il en soit, l'action de l'Union souffre des limites de la méthode intergouvernementale, en particulier l'unanimité au Conseil, des instruments juridiques dépourvus d'effets directs. Aussi, le traité de Lisbonne va-t-il décider de généraliser la méthode d'intégration à la CPJP afin de renforcer l'efficacité de l'action de l'Union. Au titre du volet préventif, le traité confirme que la lutte contre la drogue constitue une priorité en matière de santé publique. Bien que l'Union ne dispose que d'une compétence d'appui, de coordination et de complément, et que donc toute harmonisation soit exclue en ce domaine. Au titre du volet répressif, le traité de Lisbonne fait toujours explicitement référence à la lutte contre le trafic de drogue, à l'article 83, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il confirme l'importance de l'ELSJ, qui figure au rang des compétences partagées avec les États membres. Alors, sans entrer dans les détails, il communarise cet espace en supprimant la structure en piliers de l'Union et en généralisant la méthode d'intégration qui implique en particulier le recours à la procédure législative ordinaire, avec le Parlement européen, le recours à la majorité qualifiée, à des instruments juridiques plus efficaces, règlements, directives, qui doivent remplacer à terme les décisions et décisions cadres dépourvues d'effets directs. Dans le domaine qui nous intéresse, l'article 83, paragraphe 1 TFUE permet d'adopter des règles minimales relatifs à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement graves, revêtant une dimension transfrontière, tel le trafic illicite de drogue expressément visé. Le traité de Lisbonne prévoit cependant certaines procédures spécifiques dans cette matière relevant de la souveraineté des États, notamment un mécanisme de frein accélérateur qui permet de recourir au Conseil européen et à défaut à une coopération renforcée en l'absence de consensus, et le maintien de l'unanimité et de règles concernant la coopération policière opérationnelle. Nous avons terminé avec le cadre juridique de la lutte contre le trafic stupéfiant dans les traités européens. Voyons à présent le cadre juridique de cette lutte en droit dérivé de l'Union. Pour atteindre ces objectifs, l'Union a recours à des instruments variés, que nous allons présenter dans un premier temps, avant de nous arrêter dans un second temps sur l'acte qui constitue le socle fondateur de cette lutte contre le trafic des stupéfiants, la décision cadre de 2004. Afin de développer à la fois une double approche préventive et répressive, l'Union recourt à des instruments de soft law qui ne figurent pas dans la nomenclature établie par les traités, à savoir les stratégies et plans d'action de lutte contre la drogue, qui ont été mis en place à partir de 1995.
Il s'inspire du programme européen de lutte contre la drogue, programme précurseur adopté par le CELAD en 1990 et dont les grands axes seront ultérieurement repris de manière intangible dans les plans d'action futurs. Réduction de la demande de drogue, réduction de l'offre de drogue, coordination et action internationale. Les actions préconisées à l'époque forment le cœur des actions normatives toujours en cours, à savoir contrôle des précurseurs, blanchiment d'argent, contrôle des frontières extérieures, coopération, surveillance à l'intérieur du territoire européen. Le plan d'action de 2017-2020 a été proposé par la Commission européenne en mars 2017. L'axe relatif à la réduction de l'offre de drogue préconise une adoption rapide des propositions de la Commission de 2016 relatives aux nouvelles substances psychoactives dans l'Union et le recours à des peines de substitution à l'égard des délinquants toxicomanes. À valeur politique, ces plans et stratégies ont vocation à être mis en œuvre par des textes législatifs de la nomenclature des traités. Ces textes sont multiples, si bien que, vu le temps imparti, on précisera simplement leur domaine d'intervention général. À l'origine, ne pouvant s'attaquer directement au trafic de stupéfiants, faute de compétences explicites en la matière, la communauté s'appuie sur ses compétences économiques pour combattre indirectement ce fléau, en légiférant dans les domaines qui sont situés en amont et en aval du trafic. Elle adopte donc des règlements pour contrôler le commerce des précurseurs. Et en aval, elle s'est attaquée au blanchiment de l'argent du trafic des stupéfiants pour priver les trafiquants des ressources permettant d'exercer leur trafic. Concernant des mesures combattant plus directement le trafic de stupéfiants, avant que ne soit rapproché le droit matériel pénal des États membres en 2004, des textes ont été adoptés pour permettre la coopération policière, douanière et judiciaire. Par exemple, création d'Europol, création du système informatique douanier, etc. Cette coopération est importante, d'autant que le rapprochement du droit pénal des États en matière de trafic des stupéfiants reste limité en dépit de la décision cadre de 2004. Cette décision établit des règles minimales concernant les infractions pénales et les sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue. Sans entrer dans les détails, je vous renvoie à ma contribution écrite, elle arrête une définition commune de l'infraction de trafic de stupéfiants, en punissant les comportements intentionnels tels que production, fabrication, extraction, vente, transport, importation, exportation, ainsi que tout comportement d'incitation, de complicité et de tentative de trafic de drogue. Elle prévoit l'adoption par les États de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans tous les États membres, avec l'application de peines maximum de moins 1 an à 3 ans d'emprisonnement pour les infractions de base et des sanctions maximales de 5 à 10 ans d'emprisonnement pour les infractions plus graves. Dans un rapport de 2009, la Commission estime que les législations nationales respectent le cadre européen, mais que les sanctions nationales, qui diffèrent fortement d'un pays à un autre, sont en règle générale plus sévères. Selon la Commission, le texte de 2004 a abouti dans l'ensemble à des modifications mineures du droit national des États. En outre, le 17 septembre 2013, la Commission a présenté une proposition de directive afin de modifier la décision cadre pour y inclure les nouvelles substances psychoactives. L'Union tend donc à adapter son arsenal législatif aux nouveaux phénomènes de criminalité. Un certain nombre de propositions, de règlements ou de directives sont d'ailleurs en cours de négociation dans le cadre de la procédure législative ordinaire, dont l'une sur le blanchiment d'argent pour y inclure la cybercriminalité et d'autres sur la réforme du système d'information Schengen. Pour terminer, le cadre juridique de la lutte contre le trafic de stupéfiants et le volet répressif est donc appelé à s'enrichir. Peut-on parler de richesse? Le cœur de la solution au problème du trafic de drogue ne se trouve-t-il pas en amont dans le volet préventif de santé publique en lien avec la réduction des risques? Je vous remercie de votre attention.